Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Bonsoir, je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Ce soir, le mort anonyme. C'est le dimanche 30 septembre, à 10h du matin, que je rencontrai Gaston Lorchet pour la première fois. Et croyez-moi, je ne suis pas près de l'oublier. Ce personnage, haut en couleur, s'était présenté à la gendarmerie et avait déclaré qu'il désirait voir de toute urgence l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé. Il avait, prétendait-il, des choses importantes à dire, des choses où il était question de vie ou de mort. Après bien des hésitations, et devant la farouche détermination de Lorchet, l'adjudant Saya me fit prévenir. Et c'est ainsi que, remettant à plus tard ma séance d'équitation, je reçus ce dimanche matin le dénommé Gaston Lorchet. Vous savez, au cours de ma carrière, j'ai rencontré pas mal de personnages étranges. Mais j'avoue que quand Lorchet est entré dans mon bureau, je suis resté quelques secondes sans voix. Imaginez un homme dans la soixantaine, le cheveu long et sale, ridé comme une vieille pomme, vêtu de ce qui fut en des temps lointains une tenue léopard comme en portaient les commandos en Indochine. Il était chaussé de bottes de saut trouées. J'ai, pour ce qui me concerne, mon brevet de parachutiste, un certain nombre de sauts et quelques décorations. Mais je dois dire que je fus très impressionné par le nombre de médailles que notre homme arborait sur sa poitrine. À peine entré, il se mit au garde à vous, claqua des talons et salua. « Sergent Lorchet, dis goutte à cause que je picole sec, dis traîne-latte à cause que je suis itinérant, dis trompe la mort à cause que j'ai fait l'Indochine et que j'en suis revenu. Dis capitaine Crochet à cause que je me sers d'un tisonnier pour faire les poubelles, à cause que je suis chiffortingue. » Pardon, vous êtes quoi? Chiffortingue, mon commandant, chiffonnier, quoi. Habits, chiffon, pot de lapin, ferraille à vendre, c'est moi que vous entendez tous les matins dans les rues quand je passe avec ma voiture. Enfin, je veux dire, mon landau, quoi. Je suis sergent de réserve, ancien du 10e BPCP, un sacré bataillon de chasseurs à pied parachutistes, totalement décimé en Indochine. On est à peine 8 de rescapés. Bref! Militaire dans l'âme, je mets un point d'honneur à m'adresser à un militaire, vu que les gendarmes, c'est d'abord et avant tout des militaires, pas vrai? Oui, bref, au fait, sergent, au fait. J'y arrive, mon commandant. Tout d'abord, faut que je vous dise que mon pavillon se trouve juste en bordure de la décharge municipale et publique, à la sortie de la ville, le long du canal, voyez. En fait, j'habite près de mon lieu de travail, vu que la décharge municipale, contrairement à ce qu'on prétend, ça rapporte beaucoup plus que les poubelles de la ville, vu et à cause que les bouaux y sont plutôt... Bref. Hier soir, samedi, je suis rentré chez moi vers les 9h, 9h30. Vu que j'étais fatigué, je me suis endormi presque aussi sec. Et c'est ce matin, vers les 8h, qu'une odeur épouvantable m'a réveillé en sursaut, une odeur que je vous dis pas, mon commandant. Alors, je me suis levé et j'ai regardé dehors, et là, qu'est-ce que j'ai vu? Hein? Je vous le donne en mille. Qu'est-ce que j'ai vu? Un mec qui cramait. Quoi? Oui, mon commandant, au beau milieu de la décharge, il y avait un mec qui brûlait, un mec coupé en deux qui brûlait. Alors moi, j'ai fait ni une ni deux, hein. J'ai écouté que mon courage, j'ai fait mon devoir, quoi. Je suis venu vous mettre au parfum, si je puis dire. Des fois qu'il y aurait une petite prime, hein. Ben, si vous voulez, mon commandant, je vous conduis à ma résidence. Et c'est ainsi que le sergent de réserve Lorchet, du 10e BPCP, nous mena à ce qui lui tenait lieu de domicile. En fait, domicile, imaginez, coincé entre le canal et la décharge publique, une sorte de cabane, comme en construisent les enfants.
Une espèce d'assemblage de cartons, de morceaux de tôle et de branchages, sans porte ni fenêtre, avec alentour une multitude d'objets hétéroclites. Réfrigérateurs rouillés, sommiers défoncés, cuisinières délabrées, et, à une dizaine de mètres de la cabane, le corps d'un homme se consumant. Immédiatement, je fais éteindre les dernières flammes et appelai le médecin légiste et l'ambulance. Et l'enquête commence. Dans l'obscurité la plus totale, tant les faits paraissent irréels. Le cadavre, enfin ce qu'il en reste, repose sur une sorte de housse en matière plastique, en partie déchirée et à demi consumée. Le corps est sectionné en deux parties au niveau du bassin et la tête est séparée du tronc. Le thorax est entièrement vidé. Le cœur, le foie, la rate, tout a disparu. Les membres inférieurs, également brûlés, sont contenus dans un pantalon de grosse toile. Il manque la jambe gauche. À la tête, en partie calcinée, adhèrent encore quelques touffes de cheveux clairs. Aucun indice ne permet d'identifier l'homme dont le décès semble remonter à quelques jours. L'ambulance arrive et j'apprends que le médecin légiste ne sera pas là avant demain lundi. Alors que mes hommes s'apprêtent à déposer les restes à demi consumés dans l'ambulance, j'aperçois collés au dos de la housse qui enveloppait le corps deux morceaux de papier. Ce sont en fait deux photographies. En les examinant de plus près, je remarque que l'une des deux photos est complètement effacée et inexploitable. L'autre, en revanche, représente une scène de famille. Un groupe de personnes est attablé, levant le verre joyeusement, mais la silhouette de l'un des convives a été découpée proprement à l'aide de ciseaux. J'ignore bien sûr si cette photographie a un lien quelconque avec le cadavre. Elle pouvait fort bien se trouver là avant que le ou les meurtriers déposent le corps. L'identification des personnages figurant sur cette photo sera difficile, mais à ce stade de l'enquête, c'est tout ce que j'ai comme élément. On verra bien. Dans un premier temps, mes hommes procèdent à une fouille complète de la décharge publique et de ses abords, inspectant minutieusement les berges du canal dans l'espoir de découvrir d'autres indices, des traces du passage des meurtriers ou, peut-être, d'autres photographies. Pendant ce temps, de retour à mon bureau, j'apprends qu'aucune disparition n'a été signalée ces derniers temps. Ce cadavre me paraît de plus en plus difficile à identifier. Je reçois à nouveau Gaston Lorchet. « Sergent Lorchet, vous me dites que vers 21h hier soir, vous étiez chez vous et que vous n'avez rien remarqué d'anormal. »« Affirmatif, mon commandant !» Et que ce matin, vers les 8h, vous avez été réveillé par une odeur insupportable. « Exact, mon commandant !»« Sergent, vous prétendez n'avoir rien vu, rien entendu entre hier soir 21h et ce matin 8h. Mais enfin, Lorchet, vous ne me ferez jamais croire qu'on a pu déposer un cadavre et y mettre le feu à 10 mètres de chez vous sans que vous n'ayez rien entendu. »« Bah, mon commandant, faut que je vous dise... Hier, c'était le 29 septembre, pas vrai? Et le 29 septembre, c'est la Saint-Michel, le patron des parachutistes. Alors j'ai fêté ça avec quelques potes. Et puis, je suis rentré chez moi et j'en ai encore éclusé quelques-unes, n'est-ce pas? Ce qui fait que pendant un certain temps, j'ai pas été très opérationnel, si vous voyez ce que je veux dire, mon commandant. Oui. Je voyais très bien ce qu'il voulait dire. D'ailleurs, les bouteilles vides retrouvées dans sa cabane étayaient fortement les dires du bonhomme, qui, au demeurant, n'avait pas mauvaise réputation. Je le priais néanmoins de ne pas quitter la ville et de se tenir à ma disposition, ce qui parut l'enchanter. Entre militaires, pas vrai? Puis je fis procéder à l'audition de tous les voisins et riverains par un travail de porte-à-porte effectué par des équipes mixtes, section de recherche et brigade territoriale. La photographie trouvée sous le cadavre a été nettoyée et placée sous un cache transparent. Elle est systématiquement présentée à tous. Hélas, sans résultat. Soudain,
À 16h30, les choses se précipitent. Hubert Leday, le garde champêtre, croit reconnaître sur la photographie, parmi les convives, un certain Daniel Vérin, artisan plâtrier habitant le hameau des Ormes à 4 ou 5 kilomètres d'ici. Cette piste allait-elle enfin nous conduire au meurtrier? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Aussitôt, accompagné des gendarmes Beauvais et Marchelot, je me rends chez ce monsieur Vérin qui me reçoit d'ailleurs fort aimablement. Il se reconnaît effectivement sur la photo, mais il m'explique que, très récemment, il a fait du rangement dans sa cave et qu'il a acheté pas mal de vieux papiers inutiles et encombrants. Monsieur Vérin est souriant, détendu, et je suis très déçu. Oui, je suis déçu parce que je croyais tenir une piste et me voilà face à un artisan paisible d'une trentaine d'années, honorablement connu et père d'un petit garçon de 4 ou 5 ans qui joue au ballon dans le jardin. Il ne me reste plus qu'à prendre congé, mais j'ai l'habitude de ne jamais négliger aucun détail. Je sais que M. Vérin est marié aussi, je demande à rencontrer sa femme, Monique. Elle est souffrante et alitée. J'insiste. Allez savoir pourquoi. Monique Vérin me reçoit donc dans sa chambre. La pièce est vaste et claire, joliment meublée, pourvue d'une magnifique bibliothèque remplie de livres. Monique Vérin m'apprend que ce sont ses livres. Apparemment, elle lit beaucoup. Vous connaissez le vieil adage « Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es ». Alors, tout en écoutant les aimables propos de Madame Vérin, je jette un coup d'œil sur les titres des livres. Et là, je reste interloqué. La Kabbale, les formulaires magiques de la Chaldée, magie de l'Égypte, les grands maîtres de la magie, Albert le Grand, les talismans, la magie noire chez les cathares, Luther et le diable, histoire de Lucifer, etc., etc. Madame Vérin est passionnée par la lecture d'ouvrages ésotériques. Passionnée, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, tout à coup, il me vient une idée, une sorte d'intuition. Je lui demande si elle pratique des rites d'envoûtement et d'exorcisme, et je lui montre la photo que j'ai trouvée au dos de la housse qui enveloppait le cadavre. Je lui demande si elle connaît le personnage découpé sur la photo. Monique Vérin se trouble, balbutie et s'effondre en larmes. Puis, entre deux sanglots, elle me raconte que, dans la nuit de samedi à dimanche, Daniel, son mari, et une femme du hameau voisin se sont livrés à des rites de désenvoûtement dans la cave du pavillon. Elle me jure, ses grands dieux, qu'elle ignore ce qu'ils ont fait, mais elle accepte néanmoins de nous conduire au sous-sol. Au passage, je prie M. Vérin de nous accompagner. D'une main tremblante, Daniel Vérin, blanc comme un linge, ouvre la porte de la cave. Une odeur épouvantable, épaisse, âcre, nous prend à la gorge. Il est évident qu'un cadavre a séjourné dans cette pièce. La scène qui s'offre à nos yeux est littéralement fantastique, irréelle. Tout au fond de la cave, 2 énormes roues de charrette sont couvertes d'une 50aine de cierges à demi consumés. Sur une table basse sont alignées des statuettes dont les corps sont percés par de longues aiguilles. Un mouton égorgé et vidé pend au plafond. Dans un recoin de la pièce, 4 petites boîtes en bois blanc de 50 cm environ en forme de cercueil. Chacune contient des morceaux de viscères, cœur, foie, du sang et des fragments humains, ainsi que la photographie découpée d'une personne. C'est ainsi, vraisemblablement qu'accidentellement, l'autre partie de la photo a dû rester collée à la housse enveloppant le cadavre pour devenir le principal indice de cette affaire. Je prie Madame et Monsieur Vérin de nous accompagner à la gendarmerie. Arrivé dans mon bureau, le couple s'effondre.
Monique Vérin pleure en silence, et son mari, prostré, semble tout à coup réaliser l'horreur de ce qu'il a accompli cette nuit. Il ne cesse de répéter que pour en arriver là, il fallait qu'il soit vraiment envoûté, ensorcelé. Et puis, soudain, comme pour se délivrer, il raconte. Il raconte l'incroyable cérémonie d'exorcisme destinée à chasser le démon qui s'était emparé de son fils Frédéric et de lui-même. Depuis le début de l'année, le petit Frédéric est malade. Il ne cesse de tomber, de se blesser, d'avoir de la fièvre. Il n'a plus d'appétit et les médecins ont beau lui prescrire des vitamines, des fortifiants, rien n'y fait. Frédéric dépérit de jour en jour. Pour ce qui le concerne, M. Vérin est lui en parfaite santé, mais ce sont ses affaires qui vont mal. Depuis le mois de janvier, il perd ses clients l'un après l'autre. La banque lui fait des misères. On lui en veut. Monique, sa femme, est persuadée que seule la magie peut les aider. Elle lit beaucoup de livres à ce sujet, on l'a vu. Elle sait. Elle sait et elle persuade son mari d'avoir recours à un exorciste afin de les désenvoûter. Le coupable est certainement un de leurs proches parents, un jaloux. Et elle sait lequel. Elle sait tout, Monique. Alors, Daniel Vérin se met en quête de trouver celui ou celle qui va les délivrer. Et il finit par trouver une vieille paysanne du bourg voisin qui paraît compétente et qui accepte de les aider. Et surtout, elle ne demande pas trop d'argent. Daniel Vérin supplie la sorcière, Jeanne Martron, d'agir au plus vite. Ce qu'elle fait. Pour accomplir le cérémonial de désenvoûtement, il faudra se procurer le cadavre d'un homme mort depuis peu de temps. Sur ce point, le livre du grand Albert est formel. Après être parti en reconnaissance dans les cimetières de la région, le choix se porte sur la tombe d'un ouvrier agricole décédé quelques jours auparavant. On achète une centaine de cierges dans les églises des environs et on se donne rendez-vous le 29 septembre au soir. Vers 21h, Daniel Vérin vient chercher la sorcière, puis ils se rendent tous deux au petit cimetière du Bas-Bréau. La voiture est garée près de l'entrée. Il décèle la pierre tombale et ouvre le cercueil. Puis, dès que les traces de la profanation sont effacées, il charge le corps dans l'auto et, arrivé à la maison, le transporte dans la cave. Mais l'émule de la Brinvilliers se souvient tout à coup que, pour que le rituel soit efficace, il faut recueillir le sang d'un mammifère égorgé. Qu'à cela ne tienne. Daniel et la vieille iront voler un mouton, tâche moins aisée qu'il n'y paraît. Tous les ingrédients étant réunis, la cérémonie peut commencer. La prêtresse égorge le mouton, découpe le cadavre de l'homme auquel elle enlève le cœur, le foie, la rate, et dispose le tout dans les 4 petits cercueils qu'elle a apportés. Elle allume les cierges et débite pendant 2 ou 3 heures des formules kabbalistiques. Puis, vers 6 heures du matin, Daniel et la sorcière vont déposer le cadavre, ou ce qu'il en reste, dans la décharge publique. Ils l'arrosent d'essence et y mettent le feu. La vieille a assuré qu'il brûlerait vite et bien. Voilà. Il est fort probable que sans le capitaine Crochet, le sergent Lorchet, le corps aurait brûlé, ainsi que la housse qui l'enveloppait, et la photographie. Les époux Vérin et la femme Martron furent condamnés à des peines de prison avec sursis, en plus des amendes et réparations des préjudices. Mais voyez-vous, le plus étrange dans cette histoire,
c'est ce que j'ai appris le mardi matin. On venait de retrouver Georges Ballon, mort à son domicile, terrassé par un infarctus, d'après le médecin. Or, Georges Ballon était ce proche parent soupçonné d'avoir jeté un mauvais sort sur la famille Vérin et contre lequel la sorcière Jeanne Martron avait, dans la nuit du 29 au 30 septembre, déployé force magie noire. Coïncidence? Hasard? Mystère? Allons, comme disait mon père, le patron pêcheur Kermadec, il ne faut pas être superstitieux. Ça porte malheur. Bonsoir.